Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag, un format un petit peu spécial, mais c'est le concept de l'émission, c'est toujours la petite surprise du vendredi soir. Il ne vous aura pas échappé, je bafouille, il ne vous aura pas échappé que la saison de Grand Prix commence ce week-end, et ça, c'est vraiment cool. Et en attendant, vous êtes tous de plus en plus nombreux à attendre ce petit rendez-vous du vendredi soir. On vous en remercie. Aujourd'hui, format spécial pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a une grande partie de l'équipe autour de nous. François, notre vedette du service des essais. Ça boum. Bah, écoute, la MotoGP, ça te parle? Mais carrément. Je suis vraiment T'en as jamais essayé, toi, encore hein? Non, j'ai pas eu cette chance. Un petit appel à la. Même pas une Moto 3, non. Ouais. Non, je les regarde passer, c'est cool. Ouais, écoute, un jour, peut-être, ça viendra comme ça. On a ici les Colbert et Mazerin de la presse moto. Ça vous va si je vous appelle comme ça? C'est mieux que Tintin Milou, quand même, non? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui est Milou. Ça dépend, voilà, exactement. Voilà. En tout cas, l'élite et le service direction de Moto Magazine. Ça va, Pierre? T'as maigri, dis donc, récemment? Bah écoute, oui. Oui. Je fais ceinture, donc je maigris. C'est pour ça, Thierry, ça boum? Oh, ça boum, impeccable. Et puis on a une sacrée putain de grosse nouvelle à vous annoncer. C'est un transfuge qui, dans le monde du MotoGP, vaut encore plus que l'arrivée de Paul Espargaro au HRC. Thomas Beaujard, immense reporter des Grands Prix, vient de rejoindre l'équipe de Moto Magazine. Mec, bravo. Merci. Et puis, il y a une petite, on peut le dire, chef. Ah, bien sûr. Motomag s'engage sur le GP. Il y aura la sortie bientôt en kiosque d'un magazine qui s'appelle GP Mag et qui sera consacré à l'univers des Grands Prix, un petit peu du Superbike, mais surtout du Grand Prix. Un petit peu de super sport. De super sport. Voilà. Car nous avons des indices dans la place. Ouais, on a des undercover. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça va changer un petit peu la façon dont on peut avoir des infos et vivre un peu ce sport qui est absolument magnifique. Et grâce à toi, tu as combien d'années d'expérience en MotoGP en tant que reporter, hein, pas en tant que pilote? En tant que reporter, oui, en tant que pilote. En tant que pilote, c'est zéro. C'est bien zéro de chez zéro. Zéro. J'ai commencé à couvrir le MotoGP en 2009. D'accord. Donc voilà, avec une année à distance en 2020. Ouais. Donc ça fait une petite dizaine d'années par rapport à des pointures comme Matt Oxley qui attaquent leur 34e saison ou d'autres anciens de la salle de presse. Je ne suis encore qu'un junior, mais j'ai pu faire quelques kilomètres. Une dizaine d'années dans le MotoGP, ça donne quand même pas mal de contacts et pas mal d'infos. Ouais. Alors on va aujourd'hui envisager les grandes questions qui vont structurer la saison 2021. Avant, je voudrais que Motomag s'engage et qu'on fasse un pari. On va tous dire un peu qui est notre favori pour le titre. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on fera le bilan en fin d'année et celui qui sera le plus loin au classement aura un gage tout pourri. Moi, je pense qu'on devrait lui filer un sidecar pour qu'il se déplace tous les jours dans Paris ou peindre sa moto en rose ou les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc pourri Tiens, une Bocardo diesel pour le chef. Ah ouais, toi, bien. Tous les jours sur le périph' en Bocardo exactement, diesel. avec mon magnifique t-shirt Hayabusa Voilà. pourri, vous allez m'offrir bientôt. Oui, Voilà. parfait, ça me Parfait. dit rien. Le side, pas mal dans Paris, Le mais side, uniquement avec la marche arrière. Voilà, un side avec la boîte bloquée en marche arrière, ça peut être rigolo. Possible, ça. On va voir ça, on fera nos pronostics en fin d'émission. Avant tout, Thomas, question numéro 1, est-ce que pour Rossi, c'est pas la mettre trop? On aime l'idole, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu has-been? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Parce que tant qu'il a l'envie et tant qu'il est capable de montrer les performances, il reste légitime. L'année dernière, il a quand même cumulé le Covid. Il est tombé 4 fois, c'était pas complètement de son fait. Il a pris des risques, on l'a vu. Il a failli se faire couper en deux. Il a failli se faire couper en deux, il a vu la mort de très près, malheureusement. Ouais. C'était un concours de circonstances, mais ça aurait pu déclencher la retraite. Mais non, moi je pense que on voit d'autres sportifs dans d'autres disciplines, Kelly Slater en surf qui a presque 50 ans et qui bat des types qui sont jeunes, voilà, ou moins vieux, la moitié de leur âge. Je pense que Valentino Rossi, ça reste un pilote compétitif, mais il va falloir qu'il le montre. Il a dit qu'il prendrait sa retraite ou pas d'ici 5 ou 6 courses. Donc son objectif, c'est d'être performant sur ses 5 ou 6 premières courses. Il le sait, de toute façon, Petronas ne va pas attendre 15 ans qu'il montre ses performances. Mais il a un team qui visiblement lui plaît. Il le dit lui-même, il a moins de pression en quittant le team usine. Il a comme coéquipier un gars qu'il a trouvé, formé et mené jusqu'au plus haut niveau en la personne de Franco Morbidelli. Et il se retrouve avec donc pas mal de cartes à jouer pour retrouver son rang, on va dire. D'accord. Les garçons, moi, les garçons Rossi, ça vous parle pas? Ça ne parle pas aussi? Non, que tu vas quelque part, essayer du jaune partout. Non, moi je suis fan absolu de Rossi, mais vraiment à un point, vous imaginez même pas. Ça frise la dévotion. Ça frise la dévotion. Tu l'admires encore plus que Thierry. Ah bah oui, mais Thierry il ne frise pas lui, malheureusement. Simplement, moi je m'en fous totalement de ce qu'il va faire, entre guillemets, même si j'aimerais qu'il fasse des perfs. J'ai un peu de doute sur ce qu'il va faire cette année. En revanche, Rossi, ça me semble tellement important pour le monde
monde de la moto en général et le monde du MotoGP, voilà, Rossi, c'est lui qui fait venir les foules. On le voit moins cette année, l'année dernière à cause du Covid, bien évidemment. Mais il fait venir les foules, il crée quelque chose qui n'a jamais existé et qui, à mon avis, sera difficile à reproduire par la suite. À mon avis, il n'est pas né celui qui pourra créer cette espèce d'engouement autour du personnage. Et moi, tant qu'il est là, je kiffe. Même s'il est 15e, ça me fait un peu, voilà, ça m'emmerderait un peu. Mais je kiffe et je suis content qu'il soit là et qu'il prenne sa retraite le plus loin possible, enfin dans le plus longtemps possible. Très bien, mais il est là, c'est l'essentiel. François aussi, c'est ton idole ou... Écoute, moi j'ai une vraie passion pour Marc Marquez. Donc forcément, les différences de embrouilles qu'il y a eu, génération, ouais, exactement. d'accord, Enfin, j'apprécie le côté challenger de Marc, même si sur ce moment-là, il est un peu mal. Mais Rossi, beaucoup de respect. Et puis, en fait, on voit bien comment il arrive à haranguer les foules, à amener tout le monde avec lui. Puis ce petit piment qu'il amène dans le paddock, parce que derrière le côté très sympathique de Rossi, il y a aussi plein de petites piques. J'ai le souvenir d'anecdotes que tu m'avais contées à son sujet. Enfin, je ne sais pas si ça peut se livrer sur un plateau comme ça, mais donc j'aime bien ce qu'il amène au MotoGP. Et je suis assez troublé quand même de voir qu'il a lâché sa Yamaha pour une autre. Enfin, là, il est un peu sur la descente. Mais ça peut peut-être le motiver à refaire quelque chose de bien cool cette année. Il faut juste rappeler qu'il a pris la place chez Petronas SRT, la place de Quartaro l'année dernière, qui lui-même a pris la moto de Rossi dans le team officiel Yamaha. Donc voilà, je trouve que c'est bien, moi, justement, qu'il ait changé, qu'il ait quitté l'équipe officielle, parce que ça le libère de toute la pression qu'il peut avoir. Et du coup, il montre son vrai côté passionné, quoi. Je pense que c'est un authentique passionné de la course. Il le montre bien. Et que justement, ça va donner une autre image. Et je pense qu'il va encore nous surprendre avec des coups d'éclat, parce qu'il est quand même rusé. Dans les situations difficiles, il a énormément de ressources du fait de son expérience. Et moi, je trouve que c'est bien. Et je préfère qu'il reste justement peut-être dans une équipe un peu satellite plutôt que l'équipe officielle là maintenant. Alors j'ai eu la chance de parler avec Freddy Spencer, avec Kevin Schwantz, avec Mick Doohan. Ils m'ont tous dit... C'est sympa quand même, comme non, mais... Toi, tu nous invites au dîner. Nous, on a leur casque. Toi, tu parles avec eux. Et avec Kenny Roberts Senior aussi. Voilà. Et ils me disaient tous, si on n'avait pas roulé sur des motos aussi dangereuses, aussi violentes et qui nous ont fait autant de mal, enfin à part Kenny Roberts Senior qui lui, en plus de ça, a eu l'immense classe de partir en un seul morceau, et ben on aurait couru plus vieux. Parce que les motos les usaient physiquement, elles les détruisaient. Schwantz qui roulait en laissant traîner un poignet derrière, pas celui-là parce qu'il aurait plutôt celui-là, et qui prenait même le guidon du mauvais côté pour pouvoir, parce qu'il avait plus de sang dans les poignets. Schwantz qui a pris énormément de risques. Bon, Rennes, il n'a pas eu le choix parce qu'il est passé par l'option chaise roulante. Mais ils ont tous été meurtris dans leur... Enfin, Doohan qui a failli perdre sa jambe. Et tout ça, Donc effectivement, les gars, ils le disent aujourd'hui, si j'avais pu rouler plus longtemps, bien sûr que je l'aurais fait. D'accord, donc les motos GP aujourd'hui, c'est des motos tranquilles, quoi. Non, mais c'est des motos qui sont moins dangereuses que les 500, qui avaient une plage d'utilisation extrêmement limitée, qui étaient très très violentes dans leur manière de distribuer cette puissance, avec des pneus qui prévenaient moins, et du coup on avait des high side et les gens se fracassaient. Et moi je pense quand même que, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense quand même que Rossi a une spécificité. Je ne suis pas persuadé que les illustres pilotes que tu viens de citer, qu'on admire tous, aient continué autant. Ils auraient peut-être eu la possibilité physique, mais dans l'esprit, dans la tête, c'est ça qui me frappe. Thierry a raison, ce qui m'a toujours frappé chez Valentino, c'est lui, on sent vraiment qu'il aime faire un bon coup de moto, indépendamment de la compétition, quoi que ce soit. C'est un gagnant-né, comme disait François. Il fait aussi des coups dans le... Bon bref, comme tous les gars qui ont envie de grosso modo d'écraser tout le monde pour gagner. Et en même temps, il a une fraîcheur, toujours à 42 ans, incroyable, de monter sur la moto. Quand il est à son ranch, il fait des coups de moto avec les minots, les machins, les trucs, avec son team. Voilà, je ne suis pas sûr que les autres auraient conservé cette niaque, comme on dit. En parlant de fraîcheur, Marquez, la fraîcheur de l'épaule, on va le revoir. Les rumeurs disent qu'il va reprendre le guidon. Est-ce que toi, tu penses qu'il est capable de claquer des perfs tout de suite ? Est-ce que c'est pas très dangereux physiquement ? Est-ce que s'il stall, c'est pas la fin de sa carrière ? On en est où ? Alors Marquez, on vient d'apprendre par le biais de son team qu'il sera absent pour les 2 premiers GP au moins et qu'il a une visite médicale qui est programmée le 12 avril, donc après les 2 premiers GP du Qatar et avant Portimao. Donc pour l'instant, le suspense reste entier. Moi je pense qu'il est quand même... cette année est quand même un changement dans sa carrière parce que je crois que c'est pour la première fois il a pris conscience qu'il pouvait se blesser sérieusement et que ça pouvait remettre en cause sa progression ou un championnat complet.
Alors c'est vrai qu'il s'est déjà blessé, mais pas de façon aussi importante. En tout cas, qu'il n'a pas mis aussi longtemps à côté des courses. Donc je crois d'ailleurs, il en a pris conscience et il l'a dit, que des motos, il en a plein, mais en fait, un corps, il en a qu'un. Et je pense que ça marque quand même des pilotes. Même s'il a le mental, il est très très fort et je ne doute pas qu'il va mettre toute son énergie, mais il aura quand même une petite case dans son subconscient qui dira « je peux me faire mal Ouais. ». Voilà. Donc être un peu plus calculateur sur une saison. Peut-être un petit peu plus, ouais. Peut-être plus calculateur effectivement sur une saison. Moi j'ai envie de faire un parallèle avec Ken Roczen qui en Supercross est revenu d'une blessure vraiment énorme et son bras était transformé en saucisson, quoi. Il a eu 3 opérations, des cicatrices dans tous les sens, la main était prise dans des rayons. Ouais. Et enfin bref, un truc improbable, hein, on pensait qu'il allait finir sans bras, et puis là, il est en tête du championnat, quoi. Donc ces mecs, au mental, ils y arrivent, quoi. Donc je pense que Marquez, il est de cette trempe-là, s'il n'est pas mieux. On a tous eu les images de Marquez dans sa carrière, et encore récemment, de rattraper des trucs incroyables, prendre des tôles à des vitesses phénoménales, rentrer en courant. Toi, tu tombes à une vitesse bien moindre, 2 fois moindre, et tu trempes pendant 2 heures. Lui, il tombe, il fait 8 roulés boulets, il sort du truc, il sort du bac à gravier, il rentre en courant chercher sa deuxième moto. Donc ça veut dire qu'ils ont un mental particulier. Ils ont des super airbags aussi. Ils ont des super airbags, mais ils ont quand même un mental particulier. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Thierry. Moi, je pense que Marquez, quand il va revenir, je rejoins Thomas, je pense qu'il va arriver pour tuer tout le monde, entre guillemets, hein, bien sûr, au sens figuré du terme. Et que ces gars-là ont le mental suffisant pour ça, et je pense qu'il est capable de laisser de côté. J'ai un souvenir au Grand Prix de France, au Mans, il y a 10 ans, George Lorenzo avait eu un gros souci, ne se déplaçait plus qu'avec des béquilles, il avait beaucoup de mal à marcher. J'avais fait son interview en sortie de clinique mobile au Grand Prix de France, et il ne pouvait pas marcher. Son équipe l'a porté, l'a posé sur un quad pour qu'il puisse rejoindre le box. Et le lendemain, il faisait 2e du Grand Prix. Il était sur le podium avec ses béquilles. Il faisait 2e. Et là, on aurait pu dire, le gars, effectivement, il est fracassé de partout, et ainsi de suite, et il était quand même là, et voilà. Donc moi, je pense que ces mecs-là, ils sont capables de dépasser. Il n'a pas été aussi longtemps écarté des courses, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que même s'ils sont capables de surmonter, ils ont un physique tel, et en plus, ils sont bien encadrés, ils sont soignés, ils ont une hygiène de vie qui leur permet de surmonter ces handicaps. Mais par contre, s'il calcule, il sait que il peut foirer complètement une saison. Mais tu sais, Thierry, que le casque a une vertu magique. Et dès que tu le mets, tu deviens un vrai connard. C'est vrai. Sur circuit, bien entendu, sur la route, on respecte bien tout. Sûr, tout bien ça, sûr. Mais voilà, bien sur sûr. circuit, ouais. La vraie question, Thomas, si tu me permets, l'année des Frenchies, est-ce que la malédiction française qui fait qu'on n'arrive jamais à performer vraiment jusqu'au bout, est-ce que là, on va pouvoir entendre la Marseillaise toute l'année et la célébrer à la fin de la saison ? Alors, il y a du plus et du moins. C'est-à-dire le ce plus, c'est que Johan comme Fabio, ils sont sur des motos d'usine, ils sont sur le top de ce qu'on peut avoir en MotoGP, et ça c'est génial, ça s'est jamais produit à mon sens. Johan, en plus de ça, il a une machine officielle, mais pas la pression du team officiel, donc on va dire que c'est encore une meilleure configuration. Pour Fabio, ça va pas être facile d'avoir la pression du team Yamaha, on l'a déjà vu. Il a bossé avec un psy, il travaille beaucoup sur la question. Oui, oui, tout à fait. Mais malgré tout, ça reste quand tu es pilote officiel et que tu dois avoir X opérations de com et tout en plus qu'avant, ça finit quand même par te manger un petit peu le cerveau. Moi, j'ai envie d'être optimiste. Fabio, il a gagné 3 courses l'année dernière sur 14 Grands Prix. C'est une performance extraordinaire. Pourquoi serait-il pas capable de réitérer ça avec, a priori, le même matériel, puisqu'il y a un gel technique au niveau du moteur, avec les mêmes pneus que l'année dernière et avec un support technique accru. Donc, pourquoi pas. Tu parles de moteur, le moteur des YAM était un petit peu en retrait l'an dernier pour leurs histoires de soupape, des trucs comme ça. Ça va être le même cette année ou c'est quoi ? C'était pas le système de soupape, ça a été un raté. C'est-à-dire que c'était un sous-traitant américain qui leur fabriquait et qui leur a dit attention, on va changer de forgeron. Mais eux, ils ont voulu aller en Allemagne chercher un autre sous-traitant et en fait, même avec exactement le même cahier des charges, donc ils n'ont pas eu exactement au démontage dans une usine, dans une université italienne. Quand même le préciser, ils n'ont pas eu exactement les mêmes composants et donc ils ont été disqualifiés. Mais la volonté de tricher n'était pas du tout manifeste. Au contraire, à mon avis, ils ont été réglo sur ce coup-là. Mais ils se sont fait avoir. Non, le problème, c'était que le moteur manquait de vitesse de pointe. Là, ils ont un nouveau carénage qui, a priori, fait que ça va un petit peu mieux. Au Qatar, il manque encore 12-15 km/h, non, par rapport au Ducati C'est plutôt 10. Plutôt 10. Et avant, c'était plutôt 15. Et puis, avec Morbidelli au fond du camion, systématiquement. Alors que là, à 330 à l'heure, le camion qui pédale quand même. Oui, oui. Bon camion.
Et donc il y a un petit souci de vitesse de pointe, mais la vitesse de pointe, tu la prends une fois par tour, et puis le reste du temps... Il y a des tas d'exemples, enfin Thomas, tu sais beaucoup mieux que nous, mais il y a des tas d'exemples dans les Grands Prix où on a vu des gars avec des vitesses de pointe parfois 20 km/h plus basses, et réussissaient à torcher tout le monde, parce que dans certains endroits, ils étaient bien mieux que tout le monde, ou revenir, voilà. Morbidelli qui gagne à Aragon, exactement. avec la moto la plus lente et de loin. C'est pas la vitesse de pointe qui compte, c'est la vitesse de sortie du virage, parce que les kilomètres-heure qu'on a gagnés en début de ligne droite, on les garde tout au long de la ligne droite, alors que la vitesse de pointe, on l'a qu'en fin de... Mais c'est bien pour faire le trou, si je puis me permettre. Oui. Alors, Pardon. Bravo. Ce que dit, J'adore. moi aussi. Ce que dit Fabio Quartararo, c'est attention, on est rapide, mais on est rapide sur un tour. Et on est rapide parce qu'on a piste libre. Ça, c'est hyper important parce que les YAM, c'est des motos qui font leur chrono avec la vitesse de passage. Et quand elles se retrouvent, passez-moi le terme marseillais, emboucanées par une Ducati qui est plus rapide, qui va les bloquer dans le virage et qui ensuite va les distancer dans la ligne droite, c'est beaucoup plus compliqué sur une distance de course. Mais bon, voilà, a priori, avec un moteur fiable, Morbidelli a fait quand même les 3/4 de la saison, enfin les 9 dixièmes après Jerez avec 2 moteurs. Et il a fait presque 4000 km avec des moteurs qui normalement en tiennent 1005. D'accord. Et donc Fabio, il a tout ce qu'il faut pour y arriver, mais ça va quand même être très compliqué. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois à Tu crois à Fabio. des victoires au titre, tu crois à quoi? Moi, je crois au titre. On dira tout à l'heure le pronostic, donc vous avez peut-être compris ce que j'allais dire. Moi, j'y crois. D'abord, j'ai envie d'y croire parce que on ne sait pas souvent qu'on a des Français à ce niveau de matériel et à ce niveau déjà 2 Français en MotoGP, c'est incroyable. Et puis j'y crois parce qu'il a démontré énormément de choses l'année dernière. Il a impressionné, rappelez-vous, il y a 2 ans, il avait déjà impressionné tous les compétiteurs qui le regardaient au début avec un air machin, puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte, lui, attention, il va peut-être nous faire du mal. Ok, c'est pas simple, il y a plein de soucis éventuellement avec la moto, quoi que ce soit, et éventuellement, il va peut-être devoir s'adapter, quoique. En revanche, moi, j'y crois. Donc, je pense, tu et crois puis j'ai envie d'y croire. Quartararo ou à Zarco Quartararo, cette année, moi, j'y crois Moi, je vois vraiment. plutôt Zarco devant, plutôt que Fabio. Je pense qu'il a une petite faiblesse, c'est qu'il faut que la moto soit vraiment au top pour qu'il donne le 100% de son potentiel, et que quand il est un petit peu en difficulté, il s'en sort un peu moins bien que pourrait le faire Johan. C'est-à-dire que Johan, il va s'accommoder, c'est un peu un tout-terrain, et je pense qu'il s'adaptera mieux à une moto qui aura des difficultés sur certains circuits. Et on sait que les Yamaha, elles ne sont pas forcément très très bonnes partout. François, ta préférence entre les deux? Tu as une affinité particulière En fait, ouais, moi j'ai une préférence pour Quartararo, mais alors c'est même pas une histoire de piste, c'est son style vestimentaire, la musique qu'il écoute, ce qu'il dégage. Je trouve qu'il apporte un petit vent de fraîcheur sur le MotoGP et sur les podiums, une petite danse à la Quartararo, je trouvais ça cool. D'accord. Écoute, c'est le spectacle, hein, c'est ça qui est C'est cool. ça. Je finis sur Johan, parce qu'on a parlé de Fabio, il faut aussi parler de Johan. Je pense qu'il y a moins de monde qui l'attendent, parce qu'il est moins dans la lumière, mais que l'année dernière, enfin il y a 2 ans, quittant KTM, il a pris de très gros risques, et que les risques ont payé. L'année dernière, le challenge, c'était d'obtenir une moto d'usine. Il y est arrivé. On connaît tous le fonctionnement plutôt aléatoire du team Avintia. Donc là, il se retrouve chez Pramac avec une structure plus professionnelle et tout en gardant son chef mécano qui est un bon et son ingénieur en acquisition de données qui est un bon. C'est le système Ducati en fait qui fait que les pilotes sont accompagnés par leur staff technique et qu'ils le gardent dans la mesure où ils progressent, ce qui me paraît être pas idiot. On sait que Luigi Dall'Igna, le directeur du service course, est quelqu'un qui apprécie Johan. Alors, petite anecdote. D'une part parce que c'est un pilote très rapide et d'autre part parce que quand il va s'entraîner sur sa Panigale V4S, c'est lui qui s'occupe de changer les plaquettes, de manipuler les couvertures chauffantes, etc. Et pour ça, c'est un pilote à l'ancienne et c'est assez admirable. Il se débrouille vraiment, il est tout seul avec son préparateur physique, Romain Guillot, qu'on salue d'ailleurs. Salut Romain. Et donc ils sont pas en autarcie mais presque. Et façon promo sport, ils y arrivent quoi. À l'entraînement à Barcelone, il était à 4 secondes de détente MotoGP. Alors les autres aussi, Bagnaia et tout, mais ils n'ont pas le même support technique. Et ce que fait Johan, c'est top. Et là, de se retrouver dans cette situation où c'est Miller et Bagnaia qui ont la pression, et, pour lui, c'est parfait. Parce que je pense qu'il a roulé sur la Suzuki. Parce qu'il a failli avoir... à part il a roulé sur la Honda, il a roulé sur la Yamaha, il a roulé sur la KTM, il a une expérience de fou. Il dit, il disait l'année dernière, ça nous avait fait marrer, oui, les gens pensent souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais moi j'ai bouffé tout le gazon. C'est pas mal, c'est mignon, j'aime bien. Et donc, je pense que si les planètes s'alignent, comme ces chakras sur le casque, il peut nous faire
Souvenez-vous de ses débuts en MotoGP absolument. Oui, au bah, Qatar, la première en course au test Qatar. direct. Et là, il y en a deux des GP du Qatar, et a priori la Ducat qui est la D'accord. mieux armée pour le Qatar. Alors on Donc, pourrait se poser plein d'autres questions, mais malheureusement le format de l'apéro incite à une certaine concision dans Sobriété, le propos, si je peux me permettre. sobriété. Par exemple, est-ce que les KTM vont passer l'échelle supérieure et tout rafler? Est-ce que les Suzuki vont rééditer un peu leur performance de l'an dernier? Est-ce que Cal Crutchlow va plier toutes les motos d'essai qu'on va lui prêter? il y a plein de questions comme ça. Est-ce que Lorenzo va Est-ce que tweeter sur Lorenzo lui va tweeter, salement ça va continuer à tweeter. Il est pas devenu de la ambassadeur d'une marque de moto électrique, Lorenzo, je crois. Si, un truc comme ça. Super Soco, je crois. Super Soco. Ah, Ah c'est ouais, la fin de quel- carrière. quel en belle Qatar, Une tu vois. belle moto. Ouais. Voilà, donc on fera d'autres émissions bien entendu sur l'univers des Grands Prix grâce à la présence de Thomas dans l'équipe. C'est l'heure du pronostic. Alors attention, hein, celui qui se plante et qui sera le plus loin dans le classement aura vraiment un challenge un peu merdeux à base de moto rose, diesel et de sidecar pour l'année suivante. J'ai déjà le sidecar. Oui, donc toi. ça va. Mais pas rose. Ouais, mais pas Ah, bloqué en ouais, marche ça, c'est arrière. pas un problème. Pierre, ton pronostic. Ah, moi, j'ai Le dit tout à champion l'heure, 2021, c'est qui? Champion Quartararo, Quartararo. devant Marquez 2. Et tu penses qu'une 1200 GS rose, c'est classe, quoi? Ouais, mais justement, je suis pour vivre Ah, il y a Tom Barrère, quand même. dangereusement, donc D'accord, voilà. d'accord. Non, moi j'y crois. Donc Quartararo, François. Voilà. Ben, moi, je veux voir Quartararo aussi devant pour la petite danse. Et derrière, je verrais bien Miller. On n'en a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Mais lui, cette année, moi, j'ai envie d'y croire. D'accord. J'adore le personnage aussi. À mon avis, il est plus près de la moto rose que moi. Hein. C'est intéressant. Ouais, on mais, fera des points réguliers hein, au fur et à mesure de la saison, au fil de la saison. Thierry? Moi, je pense à Vignales. Ouais, sérieux? Ouais, sérieux. ouais, d'accord. Sérieux, parce qu'il est sur une bonne moto. Ouais, mais comme l'année dernière et comme celle d'avant. Oui, mais bon, il progresse. Enfin, moi, Ouais. Enfin, ça fait longtemps qu'il progresse. Oui, mais en oui, même temps, quand mais il progresse progresse- depuis longtemps, parfois tu régresses. Ouais, mais bon, moi, je dis D'accord. Vignales. Il est à point. C'est un J'ai choix. déjà le sidecar, je prends pas trop C'est de un risques. choix. En deuxième, Ouais. je mettrais, j'aimerais croire dans un Français et dans Johan, je pense. D'accord. moi, je vais être Thomas, très toi. patriotique. Je mets Marc Marquez champion et Morbidelli deuxième. Morbidelli deuxième. C'est vrai que Morbidelli, tu avais une analyse intéressante. Tu peux peut-être nous la préciser. On se retrouve sur exactement le même matériel et a priori c'était le châssis 2019 qui fonctionnait le mieux chez Yam. Alors quand on demande à Morbidelli, il dit non, moi je voudrais une moto d'usine 2021 comme les autres. Et puis les trois autres pilotes Yam le regardent en rigolant parce qu'ils savent que de toute façon c'est ce matériel-là qu'il aura, mais c'est le matériel qui a le mieux marché l'année dernière. Il a en plus de cette version 2019 la dernière fourche Öhlins carbone, avec les plongeurs en carbone avec lesquels il gagne 1,5 kg à peu près, et qui donne encore un peu plus de flex au niveau du train avant. On a vu qu'il arrivait déjà à très très bien régler sa moto. Donc, a priori, il est plus dangereux sur toute la saison avec la confiance qu'il a accumulée sur cette fin de saison où il a dominé. Et enfin, il a Ramon Forcada, l'ex-chef mécano de Jorge Lorenzo lors de ses titres, qui, de la même de Rossi, est le technicien du paddock qui connaît le mieux la machine. Et donc, qui est à même, parce que tous les deux sont, enfin, le pilote comme le chef mécano sont des mecs hyper zen. Oui, tu disais, c'est la clé de sérénité au cours de la saison. Il est vraiment impressionnant de calme, ce mec. Et donc, je pense que les deux ensemble, ça fait une combinaison assez redoutable. D'accord. À voir si les autres ont... Parce que là, on regarde à Losail, il y a 13 pilotes en 7 dixièmes de seconde. Donc ça n'a jamais été aussi serré, c'est serré comme du Moto 3. D'accord. Ah ben c'est intéressant, on note ces pronostics. Il y aura d'autres émissions sur le Grand Prix cette année. Pour que les émissions continuent, il n'y a pas de secret. Soutenez la presse parce que quand c'est gratuit, chef, c'est toi le produit, tout simplement. Exactement. Voilà. Merci messieurs. D'ici là, on vous fait un bisou sur le casque. Ne ratez pas le GP de ce week-end. Ça repart et ça, c'est vraiment cool pour tous les fans de moto. Dites-nous dans les commentaires qui vous voyez comme champion du monde 2021 et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne YouTube Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois de tout le PAF motovisuel.